En ce moment même, au-dessus de nos têtes, gravitent deux étranges stations spatiales qui n'ont pas de propriétaire défini. Pourtant, ces stations ont joué un rôle crucial et les technologies qu'elles ont permis de développer pourraient être de véritables game changers dans la conquête de l'espace d'ici quelques années seulement. Et pourtant, derrière, il y a l'histoire d'une entreprise qui a voulu révolutionner le spatial et qui a bien réussi avec une idée assez atypique. Ça vous intéresse? Alors bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et pour ceux qui aimeraient acheter du matériel astro, des peluches en forme de planètes, météorites provenant de Mars ou de la Lune, et autres goodies dans le thème de l'espace, eh bien, vous pouvez faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Ça soutient la chaîne gratuitement, et ça me permet de faire du contenu. Bon, en introduction, je vous ai promis des stations spatiales fantômes, et croyez-moi, elles vont arriver. Mais ces stations sont particulièrement particulières, et pour en comprendre le sens, eh bien, il faut un petit peu de contexte, et revenir aussi quelques années en arrière. Vous connaissez tous l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dont l'assemblage a commencé en 1998 avec le module Zarya. Aujourd'hui, l'ISS ne contient pas moins de 16 modules pressurisés et habitables, en plus d'une dizaine non habités pour les panneaux solaires et j'en passe. 108 mètres de long, 78 de large, et un volume habitable de 388 mètres cubes font de la station spatiale une structure gigantesque qui n'a rien à envier à l'entreprise de Star Trek. Mais derrière ça, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lancer un module de station spatiale entre guillemets comme ça. C'est valable pour les satellites aussi, mais lors du lancement, ils sont protégés des frottements avec l'air à des vitesses supersoniques par une coiffe. Et ces coiffes ont un véritable problème. Quand on parle de coiffe ou de soute de navette spatiale, elles ne font que quelques mètres de diamètre. 4 dans le cas de Proton, la fusée russe qui a lancé Zarya, 4,6 pour la soute de la navette spatiale et 5,2 pour Falcon Heavy de SpaceX. Ça permet de lancer une station spatiale comme l'ISS, mais la limitation de la coiffe elle-même, qui prend en compte les forces aérodynamiques et les capacités du lanceur, laissant peu de marge à la modification, limite aussi les modules. Il faut en effet avoir un espace habitable, des espaces de rangement et enfin la structure elle-même du module avec le câblage, les parois et le squelette, et s'assurer qu'on puisse le lancer. Dès la conception, la taille des modules d'une station spatiale est donc fortement limitée, et si on veut un jour envisager de créer des habitats spatiaux plus larges, eh bien c'est tout simplement impossible. Mais il y a une solution. En 1961, alors que le programme Apollo ne fait que débuter et que nous sommes à 10 ans du lancement de la première station spatiale, la soviétique Salyut 1, des équipes de la NASA et de Goodyear testent un habitat assez particulier. Un habitat de 16 mètres de diamètre en forme de donut, pensé à l'époque pour être partiellement enterré dans le sol lunaire. Et le principe est simple. Comme un ballon qu'on gonfle, on va créer une structure gonflable qui peut être facilement transportée. Il ne reste qu'à injecter de l'air dedans pour le pressuriser, et on se retrouve avec un habitat bien plus spacieux que ce qui aurait été possible autrement. Mais malheureusement, le concept n'ira jamais vraiment plus loin, et sera mis de côté. Par la suite, au début des années 90, la NASA étudiera la faisabilité de ressortir la technologie pour la Station Spatiale Internationale. Le module est alors baptisé Transab pour Transit Habitat, l'idée étant de poser les bases pour de futurs véhicules faisant le lien entre la Terre et Mars. Avec un diamètre de 8,2 mètres, il double presque les 4,4 mètres du module Columbus lancé en 2008. Mais le développement du projet, malgré des résultats prometteurs, se heurtera à des coûts assez élevés et malgré des protestations de la Maison-Blanche, la Chambre interdira en 2000 à la NASA de mener les recherches sur la technologie, dénonçant des dépenses inutiles. Pourtant, les travaux de la NASA étaient aboutis. Une enveloppe multicouche protégeant efficacement des radiations, des débris spatiaux et offrant une bonne isolation thermique, faisant du véhicule une solution parfaitement viable. Mais la porte ne fut pas entièrement fermée pour autant. À l'époque, la NASA est en effet autorisée à acheter un tel module, mais seulement auprès d'une compagnie privée. Dans la même période, l'homme d'affaires américain Robert Bigelow fonde en 1998 une petite entreprise du nom de Bigelow Aerospace. Et l'idée de Bigelow Aerospace, c'est de racheter les brevets à la NASA et de développer le concept. Et c'est exactement ce qui sera fait. L'idée est en effet de développer une station spatiale gonflable pouvant offrir de bien plus grands espaces de vie qu'une station classique. Ça la rend particulièrement intéressante pour le tourisme spatial, et l'entreprise fera son petit bonhomme de chemin. Et puis, en 2010, la NASA fera renaître l'idée d'un module gonflable, menant en 2012 à la signature d'un contrat avec Bigelow Aerospace pour développer ce module. Car entre le rachat des brevets de la NASA et cette période, eh bien, Bigelow Aerospace a lourdement progressé.
En 2006, seulement 8 ans après sa création, l'entreprise a lancé sa première station spatiale. Baptisée Genesis 1, il s'agit d'une station gonflable de 4,4 mètres de longueur pour 2,5 de diamètre. Relativement petite, elle a été conçue pour durer 6 mois environ et permettre à l'entreprise de valider son design dans l'espace en conditions réelles. Le plus dingue, c'est qu'elle fonctionnera au final parfaitement pendant 2 ans et demi. Ce qui la tuera, ce sera un problème d'électronique qui mettra fin à sa vie, signant la fin de la collecte des données pour Genesis 1. Et peu après le lancement de Genesis 1 en 2007, c'est sa jumelle Genesis 2 qui sera lancée, atteignant des performances similaires et largement au-dessus des attentes. Mais Genesis 2 n'était pas non plus qu'une simple copie, même si elle reprenait beaucoup de Genesis 1. En plus d'embarquer 22 caméras contre 13, elle apportait aussi des améliorations du contrôle d'orientation, de nouvelles couches de protection et l'utilisation de plusieurs réservoirs d'air au lieu d'un seul pour la redondance. Bon, bien sûr, il s'agissait de stations spatiales expérimentales et malheureusement, n'ont jamais vu d'astronautes monter à bord. Mais ça aura permis à Bigelow de gagner énormément d'expertise, et autant vous dire que quand en 2012 la NASA vient frapper à la porte, l'entreprise est plus que prête. Ainsi, dès avril 2016, elle lance le module BEAM pour Bigelow Expandable Activity Module vers la station spatiale. Long de 4 mètres et large de 3,2, il sera gonflé dès le 28 mai après une première tentative avortée. Devant durer jusqu'en 2028 au minimum, le module est aujourd'hui toujours attaché à l'ISS et toujours en bon état. Mais malheureusement, en dehors du module BEAM, les choses ont changé. En 2020, face à la Covid, Bigelow Aerospace licencie en effet temporairement l'intégralité de son personnel et ensuite, plus rien. En 2021, la NASA récupère alors la propriété de BEAM et depuis, Bigelow Aerospace, qui existe toujours d'un point de vue administratif, n'a plus donné signe de vie. De leur côté, les stations Genesis 1 et 2, qui n'ont jamais reçu de visiteurs humains, comme je le disais, c'était des stations expérimentales, il faut le rappeler, elles sont toujours là. Si elles devaient retomber dans l'atmosphère après 6 mois, l'orbite choisie les fait rester bien plus longtemps. Complètement hors service, elles vont encore rester en orbite probablement quelques temps encore, avant d'un jour rentrer dans l'atmosphère où elles se désintégreront. En attendant, 2 stations spatiales fantômes sont toujours là, probablement gonflées, et errant en orbite à une altitude qui varie entre 1400 et 13 000 km. Mais de son côté, le principe des modules gonflables n'est pas mort. L'entreprise Sierra Space, par exemple, continue activement de développer la technologie avec comme but de créer une station spatiale commerciale, en participant possiblement à l'Orbital Reef de Blue Origin. Même si les relations entre les deux entreprises ne semblent pas au beau fixe. Et il faut ajouter à ça la Chine qui a également mené un essai de ce genre fin 2024 avec un petit morceau gonflable sur un satellite. Mais surtout avec l'arrivée du programme Artemis et des ambitions lunaires, les modules gonflables ont le vent en poupe et semblent avoir un regain d'intérêt. La technologie est en effet une solution élégante, pratique et idéale pour une question assez épineuse. Comment lancer un habitat décent dans un petit espace? Alors bien sûr, Bigelow Aerospace ne semble plus de la partie, et pourtant, le flambeau est aussi très bien repris. Et pas qu'un peu. Sierra Space veut créer des modules larges de 19 mètres, 10 de plus que le Starship, et qui offriraient un espace habitable de près d'un tiers de l'ISS, en un seul lancement. C'est énormément plus grand que les 7 mètres du projet de Bigelow, qui lui ne verra hélas probablement jamais le jour. Et alors que la technologie se développe sur Terre, et que les essais de Sierra Space montrent des modules considérablement plus résistants que prévu lors d'essais au sol, des essais où ils sont poussés parfois jusqu'à leur rupture, 2 modules restent en orbite, témoins d'un rêve passé, mais qui s'inscrit aussi définitivement dans le futur. Mais ça comme régulièrement avec les actualités spatiales qu'on aborde chaque semaine, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.